Mon pseudonyme est Geoffrey, j'ai 62 ans, je suis actuellement consultant en droit de l'homme et auteur, un peu par accident. Le grand manuel de franc-maçonnerie est sorti fin juin. C'est un ouvrage dont je ne peux pas m'attribuer la primeur, puisqu'en réalité je ne suis que le pilote, grosso modo, puisque j'ai fait collaborer 9 maçons actuels, qui d'ailleurs sont répertoriés avec une véritable identité dans le livre. Et j'ai aussi récupéré toute la donne de Tessier, qui est une somme qu'on ne peut pas négliger. Il a une visée pratique primaire qui est d'une part de rassurer le non-maçon, le non-initié, qui est encore un mot un peu discutable d'ailleurs, à ce qu'est ou devrait être la maçonnerie, qui est un idéal à atteindre et donc non atteint. Donc c'est quelque chose sur lequel théoriquement un maçon doit œuvrer en continu, d'où le mot maçon d'ailleurs, on maçonne en continu pour arriver vers l'objectif. En même temps pour remettre peut-être les maçons qui ont un peu perdu le sens de ce que devrait être cet idéal face à une réalité, à une responsabilité qui est la leur, celle d'être pensants, ayant en charge à transmettre leurs pensées et leurs réflexions. La première partie commence en fait par une foire aux questions dans laquelle j'ai souhaité, à l'inverse d'autres ouvrages fort intéressants d'ailleurs, mais j'ai souhaité y répondre sans langue de bois, sans faux semblant, en y mettant le cœur, la réalité de ce que je considérais qui devait être transmis. Il existe 4 livres qu'on a baptisés le premier livre d'Occident, parce que la maçonnerie est née en Occident en réalité dans sa forme actuelle. Le livre d'Orient qui lui répertorie plutôt des questions qui ont trait au cheminement initiatique à l'intérieur d'un parcours, qui est tourné vers l'Orient d'ailleurs. Le livre du Midi, qui est le livre dans lequel, puisque les maçons travaillent en maçonnerie, les travaux commencent à midi, selon un vieil adage, en tout cas dans les loges bleues, le livre du Midi transmet ce qui se passe réellement à l'intérieur des temples. Donc il y a une véritable livraison de l'objet, du contenu et de la réflexion de maçon. Et évidemment le livre de Septentrion, comme on le dit pour ne pas perdre l'honneur, c'est une forme de complément de réflexion qui contient un bréviaire, puisqu'en maçonnerie on a un langage comme dans toutes les confréries, et que le non-initié a besoin de comprendre pour s'y repérer, comme quelquefois d'ailleurs l'initié a besoin de retrouver des trucs qui sont un peu oubliés par le temps, etc. J'ai d'abord voulu répondre à une question principale qui m'est posée dans le cadre de mes activités civiles. Je suis consultant en droit de l'homme, je m'occupe de dysfonctionnement judiciaire depuis une dizaine d'années et il est souvent question de tripatouillage maçonnico-judiciaire. Et j'ai voulu répondre à ça, parce que c'est quand même relativement faux. C'est même beaucoup plus faux qu'il n'y paraît. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de l'affairisme en maçonnerie, il existe. Je ne dis pas qu'il n'existe pas de corruption quelque part, ça existe forcément. Mais ça n'existe pas dans la dimension qu'on veut y donner. Il faut rétablir une vérité, 90 ou 95%, ou peut-être plus d'ailleurs, de maçons sont des gens extraordinairement honnêtes, ne cherchant qu'une véritable réponse à leurs questions existentielles. Et ce sont des gens qui n'ont pas du tout de sens affairiste, qui d'ailleurs détestent ça. Ça, c'est important que les gens le sachent. En fait, je considère que ce livre est d'abord un outil. C'est d'abord un outil. Donc j'ai réuni différentes pièces, comme dans une caisse à outils. Alors j'ai pris du Tessier, j'ai pris du Machin, j'ai pris du Sivard Mariette, j'ai pris du Georges Kurtz, j'ai pris du travail collectif de telle ou telle loge, j'ai pris du Jean-Claude von Lopen, parce qu'il a un truc sur 3, 5, 7 et plus qui est assez intéressant, qui correspond à l'analyse symbolique des noms en maçonnerie. Quand il a été question de choisir un peu comment articuler tout ça, ça a été un peu difficile parce qu'en réalité, il faut que le profane comprenne le raisonnement. Parce que la maçonnerie, c'est aussi une école de pensée. Pas de pensée de pensée ER. D'apprendre à penser. Tessier était un grand maître du Grand Orient de France au début du 19e siècle, la fin du 18e, début du 19e, qui avait estimé qu'il fallait rééditer un ouvrage qui existait d'ailleurs avant lui, qui avait été édité par Antoine Chéreau, et que la maçonnerie avait besoin d'être confortée, que les maçons devaient mieux connaître leur catéchisme, et que éventuellement des chercheurs
puissent aussi trouver là-dedans de quoi répondre à leurs questions. C'était un début d'ouverture, on peut le dire, sur les contenus traditionnellement considérés comme secrets, entre guillemets. Le manuel de Tessier reste d'une grande actualité, même si les mots de passe ont un peu par-ci, par-là changé, évolué avec le temps, parce qu'il s'agit d'un principe, d'un protocole qui définit, grosso modo, comment s'articule la graduation à l'intérieur du rituel général. On a voulu apporter des réponses qui sont vérifiables. Qu'une personne qui veut vérifier les choses, les vérifie. Qu'elle se fasse sa libre opinion. Notre ami Sivard a fait un texte exprès pour le bouquin. Didier Bertin en a fait un exprès pour le truc. Je l'ai un peu bousculé sur les délais parce que je savais qu'il allait nous emmener dans une laïcité un peu fermée. Mais bon, c'est aussi une vision de l'esprit et elle est respectable en tant que telle. Toutes les idées sont respectables. Toute idée humaine est respectable. La véritable dimension de tout ça, c'est l'humain. C'est 6 milliards de pensées. Ce sont des années, des siècles de pensées humaines qu'on essaie de synthétiser, de faire avancer, de faire évoluer pour mieux comprendre le qui suis-je, d'où viens-je, à quoi sers-je, dans quelle étagère, comme disait Pierre Dac, qui avait bien raisonné en disant « je viens de chez moi et j'y retourne ».